Si tu as déjà levé les yeux vers le ciel nocturne et ressenti quelque chose d'étrange, quelque chose qui ressemble à un vertige silencieux, comme si le sol s'est dérobé sous tes pieds sans que rien ne bouge vraiment, si tu as déjà fixé une étoile et senti, au fond de ta poitrine, une petite voix murmurer que tout cela est trop grand et que nous sommes trop petits, si tu t'es déjà demandé, juste avant de t'endormir, si quelqu'un là-haut regarde dans notre direction avec la même inquiétude, alors ce que tu vas entendre maintenant est pour toi, parce qu'il y a une question que la plupart des gens évitent. Pas par manque d'intelligence, par peur. Et Richard Feynman, lui, n'avait peur de rien, sauf peut-être de ne pas poser la bonne question. Et la bonne question aujourd'hui, c'est celle-ci. Pourquoi revenir de Mars est presque impossible, et ce que cela nous dit sur notre avenir en tant qu'espèce dans un cosmos qui n'attend personne. Imagine une nuit de juillet, pas n'importe laquelle, une nuit tiède, quelque part à la campagne, loin des lumières de la ville, là où le ciel reprenne ses droits et montre ce qu'il a vraiment dans le ventre. Tu t'allonges sur l'herbe, les bras derrière la tête, et tu regardes. La Voie lactée s'étire au-dessus de toi comme une rivière de lumière ancienne. Des milliers d'étoiles, peut-être des millions selon ton regard, toutes silencieuses, toutes indifférentes, toutes séparées de toi par des distances si absurdes que le mot distance lui-même perd tout sens. Et quelque part dans ce tableau, un point rougeâtre, presque timide, brille un peu plus que les autres. Mars, cette petite lueur couleur de rouille. Ce monde gelé, poussiéreux, balayé par des tempêtes qui durent des mois, où la pression atmosphérique est si basse qu'elle équivaut à ce que tu respirais à 35 km d'altitude sur Terre. Tu la regardes et tu te dis que des êtres humains veulent y aller. Des êtres humains veulent y marcher. Et certains, les plus audacieux ou peut-être les plus fous, veulent y rester. Verras, c'est à ce moment précis que Feynman aurait posé son verre, t'aurait regardé droit dans les yeux avec ce sourire légèrement espiègle qu'il avait, et t'aurait dit « Attends, avant de rêver de partir, posez-toi d'abord une question beaucoup plus simple. Comment est-ce qu'on revient ?» Et là, le vertige commence vraiment. Si cette question t'intrigue, si cette nuit imaginaire sous les étoiles a fait naître en toi quelque chose qui ressemble à de la curiosité mêlée d'inquiétude, alors tu es exactement là où tu dois être. Et avant d'aller plus loin, si tu n'as pas encore rejoint cette communauté des curieux cosmiques qui refusent de vivre dans l'ignorance, c'est le moment. Abonne-toi. Pas parce qu'un algorithme quelconque te le demande, mais parce que les prochaines minutes vont changer la façon dont tu regardes ce point rouge dans le ciel. Et laisse un commentaire. Est-ce que tu partirais pour Mars sans garantie de retour? Parce que la réponse que tu donnes dit beaucoup plus sur toi que tu ne le crois. Les réponses sont en bas, l'univers attend. Maintenant, parlons de quelque chose d'inconfortable. Parlons du fait que nous sommes, en ces moments précis, une espèce à risque d'extinction. Pas dans le sens dramatique d'un film catastrophe avec des explosions et des héros à mâchoire carrée. Non, dans le sens froid, mathématique, presque clinique du terme. Feynman aurait aimé cette précision. Il détestait le flou. Il disait souvent que si tu ne peux pas expliquer quelque chose simplement, c'est que tu ne le comprends pas vraiment. Alors expliquons simplement, nous vivons tous sur un seul rocher, un seul. Et ce rocher tourne autour d'une étoile qui un jour mourra. Fíjate, ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une image poétique, c'est de la physique stellaire de base. Notre Soleil est une étoile de type G, une naine jaune, et dans environ 5 milliards d'années, il gonflera un géante rouge engloutissant Mercure, Vénus et probablement la Terre. 5 milliards d'années, ça semble lointain, je sais. Tu te dis que ce n'est pas ton problème. Mais voilà ce que Feynman t'aurait répondu avec ce regard brillant. Ce n'est pas le soleil mourant qui devrait te faire peur ce soir. C'est l'astéroïde de demain. C'est la supervolcano que tu ne vois pas venir. C'est la pandémie que personne n'a préparée. C'est la guerre nucléaire qui attend son heure. Nous sommes une civilisation d'un seul point. Et dans l'histoire de l'univers, les civilisations d'un seul point ne survivent pas longtemps. La physique a un concept pour ça. On l'appelle parfois le problème de la redondance existentielle. En termes simples, si toutes tes données sont sur un seul disque dur et que ce disque tombe, tu perds tout. Tout Shakespeare, tout Mozart, tout Einstein. Tout ce que l'humanité a jamais pensé, ressenti, découvert, inventé, aimé, effacé, sans copie de sauvegarde. Voilà ce que représente notre situation actuelle. Et voilà pourquoi Mars n'est pas un caprice des milliardaires ou un fantasme de science-fiction.
Mars est la première tentative sérieuse de faire une copie de sauvegarde de notre espèce. Et c'est là que ça devient réellement terrifiant. Revenir de Mars n'est pas seulement difficile. C'est un problème qui concentre lui-même tous les défis les plus profonds de la physique, de la biologie, de l'ingénierie et de la philosophie humaine. Et comprendre pourquoi nous ne savons pas encore les faire, c'est comprendre exactement où nous en sommes dans notre évolution technologique. C'est voir, avec une clarté brutale, à quel point nous sommes encore jeunes en tant que civilisation spatiale. Dans un moment, je vais te montrer les 3 obstacles principaux qui rendent le retour de Mars non pas difficile, mais fondamentalement différent de tout ce que nous avons jamais tenté. Et l'un d'entre eux va probablement te surprendre, parce qu'il n'a rien à voir avec des fusées. Mais d'abord, il faut que tu comprennes exactement ce que la distance entre la Terre et Mars signifie pour un corps humain. Parce que les chiffres seuls ne suffisent pas. Il faut les ressentir. Mira, voici un exercice que Feynman adorait faire avec ses étudiants. Il leur demandait de ne pas penser aux unités astronomiques ou aux kilomètres. Il leur demandait de penser en temps humain. La distance entre la Terre et Mars varie énormément selon les positions relatives des 2 planètes dans leurs orbites. Au plus proche, environ 55 millions de kilomètres. Au plus loin, plus de 400 millions. En moyenne, pour un trajet optimisé, compte sur environ 7 à 9 mois de voyage dans une direction. 7 à 9 mois dans un espace à peu près grand comme un appartement parisien de 2 pièces, sans fenêtre qui s'ouvre, sans pouvoir sortir marcher. Avec une équipe de quelques personnes que tu vas apprendre à connaître dans leurs moindres défauts. Et dehors, le vide absolu, le rayonnement cosmique et la certitude que si quelque chose tourne mal, personne ne peut venir te chercher à temps. Ce dernier point mérite qu'on s'y arrête. Le délai de communication entre la Terre et Mars est selon la distance entre 3 et 22 minutes dans un seul sens. 22 minutes, si tu as une urgence médicale sur Mars et que tu contactes la Terre, la réponse arrive au mieux 44 minutes plus tard. Dans de nombreuses urgences chirurgicales, 44 minutes, c'est la différence entre la vie et la mort. Les astronautes sur Mars seront, en termes des communications, plus isolés qu'aucun être humain ne l'a jamais été dans toute l'histoire de notre espèce. Plus isolés que les marins de Magellan. Plus isolés que les explorateurs du pôle Sud. Seuls d'une façon que notre cerveau de primate social n'a pas du tout été conçu pour gérer. Et c'est là qu'intervient le premier grand obstacle au retour. Le corps humain dans l'espace, loin de la protection magnétique de la Terre, se dégrade, lentement, implacablement. Et on commence seulement à comprendre à quel point. Feynman aurait dit « Regardons les faits, juste les faits. Les os perdent de la densité en microgravité. Les muscles s'atrophient. La pression du liquide céphalorachidien augmente et peut déformer le globe oculaire, affectant la vision de façon potentiellement permanente. Le système immunitaire se dérègle. La flore intestinale change. Et surtout, le rayonnement cosmique galactique bombarde sans relâche le corps, augmentant significativement le risque de cancer, notamment de leucémie et de tumeurs cérébrales. Les astronautes qui passent 6 mois sur la Station spatiale internationale reçoivent une dose de rayonnement environ 20 fois supérieure à ce que reçoit quelqu'un sur Terre et Nunan. Un voyage aller-retour vers Mars durerait entre 18 mois et 3 ans en comptant le séjour sur place. Les calculs dosimétriques sont inquiétants. Certaines estimations suggèrent qu'un astronaute qui effectuerait ce voyage dépasserait les limites des radiations recommandées pour toute une carrière professionnelle, et ce uniquement pour le trajet. Te suena? C'est comme si on envoyait des travailleurs dans une centrale nucléaire sans protection et qu'on espérait simplement qu'ils s'en sortent bien. Feynman n'aurait pas accepté cela. Il aurait dit trouver une solution ou ne pas y aller, et pas parce qu'il était pessimiste. Au contraire, parce qu'il était fondamentalement honnête. Et l'honnêteté en physique comme dans la vie est toujours le point de départ de la vraie solution. Alors voilà la question que je veux planter dans ta tête maintenant comme une petite graine inconfortable. Si nous ne pouvons pas encore protéger efficacement le corps humain pendant un voyage de 9 mois dans l'espace profond, qu'est-ce que cela dit de notre préparation réelle à devenir une espèce interplanétaire? Et plus important encore, qu'est-ce que cela dit de notre urgence à résoudre ces problèmes? Je vais y revenir, parce que la réponse n'est pas là où tu crois qu'elle est. Mais d'abord, parlons du deuxième obstacle. Celui qui, selon Feynman, est le plus fascinant parce qu'il touche directement à la façon dont la physique gouverne tout, même nos rêves les plus fous, le carburant.
et plus précisément le problème de l'équation de Tsiolkovsky. Konstantin Tsiolkovsky était un instituteur russe autodidacte du 19e siècle qui vivait dans une petite ville de province et qui, entre ses cours de mathématiques, dérivait tranquillement les équations fondamentales de la propulsion par réaction. Il était sourd depuis l'enfance, il construisait ses propres instruments et il a découvert quelque chose de magnifiquement brutal. Pour accélérer une fusée, tu dois emporter ton carburant avec toi. Mais le carburant a une masse, et cette masse supplémentaire nécessite encore plus de carburant pour être accélérée, ce qui nécessite encore plus de carburant. Et ainsi de suite, dans une spirale exponentielle qui devient rapidement cauchemardesque. Voilà pourquoi une fusée comme le Saturn V, qui a envoyé 12 hommes sur la Lune, pesait environ 2 900 000 kg au décollage, dont environ 85% de carburant pur, pour envoyer une capsule de quelques tonnes. Si tu veux faire la même chose pour Mars, les chiffres explosent dans des proportions qui donnent le tournis. Et si tu veux en plus emporter suffisamment de carburant pour repartir de Mars, tu te retrouves face à un problème mathématiquement dévastateur. Tu dois importer le carburant du retour depuis la Terre. Et ce carburant supplémentaire augmente la masse au décollage, ce qui nécessite encore plus de carburant pour quitter l'orbite terrestre, ce qui augmente encore la masse dans une boucle de rétroaction qui rend la mission exponentiellement plus coûteuse et complexe. C'est pour cette raison que des ingénieurs sérieux, des gens qui ont consacré leur vie à ces calculs, ont proposé une idée radicale. Ne pas emporter le carburant du retour depuis la Terre, le fabriquer sur place, sur Mars, en utilisant l'atmosphère martienne elle-même. Mira, l'atmosphère de Mars est composée à environ 95% de dioxyde de carbone. Et si tu amènes de l'hydrogène depuis la Terre, tu peux utiliser une réaction chimique connue sous le nom de réaction de Sabatier pour produire du méthane et de l'eau. Le méthane peut servir de carburant pour la fusée du retour. L'eau peut être électrolysée pour produire de l'oxygène, qui sert d'oxydant. En théorie, tu pourrais donc fabriquer ton propre carburant de retour sur Mars en utilisant des ressources locales. C'est ce qu'on appelle la production de ressources in situ, ou ISRU en anglais. Feynman aurait adoré cette idée, pas parce qu'elle est élégante, bien qu'elle le soit, mais parce qu'elle illustre parfaitement ce qu'il appelait le vrai plaisir de la physique. Utiliser des lois naturelles immuables pour résoudre des problèmes qui semblent insurmontables. La nature t'a donné du dioxyde de carbone en abondance sur Mars. La chimie t'a donné la réaction de Sabatier. La physique t'a donné les principes de la propulsion par réaction. Il ne reste plus qu'à assembler les pièces correctement. Facile à dire, incroyablement difficile à faire fonctionner de façon fiable sur une planète à des centaines de millions de kilomètres, avec des tempêtes de poussière qui peuvent durer des mois et bloquer l'énergie solaire dont tu as besoin pour alimenter tout ce processus. Mais voilà ce que je veux que tu retiennes de ce point. Le problème du retour de Mars n'est pas un problème de volonté politique. Ce n'est pas un problème de budget, même si le budget compte. C'est un problème de physique et d'ingénierie fondamentale. Et tant que ces problèmes ne sont pas résolus de façon robuste et vérifiable, envoyer des humains sur Mars avec l'intention de les faire revenir serait, selon les propres standards de Feynman, une forme d'imprudence scientifique que rien ne justifie. Il y a un troisième obstacle, et c'est celui que j'avais promis, celui qui n'a rien à voir avec des fusées. C'est l'obstacle psychologique, et il est peut-être le plus difficile de tous. Laisse-moi te raconter quelque chose. Dans le travail de préparation aux missions longue durée, des chercheurs ont mené des simulations d'isolement prolongé pour étudier comment les groupes humains se comportent quand ils sont confinés dans un espace restreint, coupé du monde, pendant des mois. Une de ces simulations, menée au mardi d'octobre dans une complexe en Russie connue sous le nom de Mars 500, a réuni 6 participants volontaires enfermés pendant 520 jours dans un module simulant un vaisseau spatial. 520 jours, sans sortir, sans vraie lumière naturelle, sans contact direct avec le monde extérieur. L'un des participants, appelons-le André pour cette narration, a décrit le moment précis où il a compris quelque chose de fondamental. C'était vers le 3e mois de la simulation, juste après le dîner, lors d'une soirée particulièrement calme. Il a regardé ses coéquipiers autour de la table et s'est rendu compte que peu importe combien il les aimait et les respectait, il ne pouvait tout simplement pas s'éloigner d'eux. Il n'y avait nulle part où aller. Et cette pensée, a-t-il dit plus tard, était physiquement suffocante, comme si les murs avaient respiré vers l'intérieur. Ce sentiment
Ce vertige claustrophobe de l'absence d'issue est l'un des défis psychologiques les plus sérieux d'une mission vers Mars. Les psychologues spécialisés dans les missions longue durée ont identifié plusieurs phases critiques. La 3e semaine après le départ de la Terre, quand la planète d'origine devient trop petite pour être distinguée à l'œil nu. Le milieu du voyage, quand la monotonie atteint son pic et que la fatigue mentale commence à affecter les prises de décision. Et le moment du retour, souvent le plus dangereux, quand l'équipe sait qu'elle est encore à des mois de chez elle, mais que la mission principale est terminée, créant un vide motivationnel psychologiquement périlleux. Feynman parlait souvent de l'importance de l'émerveillement comme carburant de la pensée. Il disait que la curiosité est une forme d'énergie. Mais même la curiosité a ses limites biologiques. Quand le cortisol monte, quand le sommeil se dégrade, quand la vitamine D manque et que le cerveau, ces magnifiques organes sociaux façonnés par des millions d'années, d'évolution dans des savanes africaines ouvertes, se retrouvent enfermées dans un cylindre de métal à des millions de kilomètres de tout ce qu'il a jamais connu. L'OVS? Le problème du retour de Mars n'est pas seulement un problème de physique des fusées, c'est un problème de physique humaine. Et cette physique humaine, Feynman l'aurait abordée avec exactement la même rigueur que la mécanique quantique, en posant les bonnes questions, en refusant les réponses confortables, en cherchant les vrais mécanismes sous-jacents. Maintenant, voici ce qui devrait vraiment te faire froid dans le dos. Nous parlons de Mars comme si c'était la destination finale, comme si atteindre la planète rouge était le sommet de l'ambition humaine. Mais Mars n'est qu'à la porte d'à côté. Dans l'échelle du cosmos, Mars est comme traverser la rue. Alpha Centauri, l'étoile la plus proche de notre Soleil, est à 4,24 années-lumière. Une année-lumière, c'est environ 9500 milliards de kilomètres. Avec notre meilleure technologie actuelle de propulsion chimique, il faudrait environ 77 millions pour atteindre Alpha Centauri. 77 millions, pour aller jusqu'au voisin le plus proche. Et là, Feynman t'aurait planté son regard dans les yeux et posé la question qui fait tout basculer. Combien de temps notre civilisation a-t-elle existé? Nos premières écritures datent d'environ 5000 ans. Notre physique moderne, Newton, Maxwell, Einstein a moins de 400 ans. Nos premières fusées spatiales ont moins de 100 ans. Nous sommes une civilisation en couche-culotte qui regarde les étoiles et dit « on voudrait y aller ». Et l'univers, dans son indifférence absolue, répond « avec quoi ?» Voilà la paradoxe de Fermi dans toute sa beauté terrifiante. Enrico Fermi, un autre génie du XXe siècle, ami intellectuel de Feynman dans les couloirs de Los Alamos, a posé une question simple lors d'un déjeuner en 1950. S'il y a des milliards d'étoiles dans notre galaxie, et si une fraction significative de ces étoiles ont des planètes, et si une fraction de ces planètes peuvent abriter la vie, et si une fraction de cette vie peut devenir intelligente, alors où sont-ils tous? Verras, notre galaxie a environ 200 milliards d'étoiles. Elle existe depuis environ 13 milliards d'années. Même une civilisation qui aurait commencé à se développer 1 milliard d'années avant nous aurait tout le temps nécessaire pour coloniser toute la galaxie, même avec des technologies relativement lentes. Et pourtant, silence, un silence assourdissant, absolu, qui dure depuis que nous écoutons, depuis que nous avons pointé nos radiotélescopes vers le ciel avec le projet SETI. Silence, qu'est-ce que ces silences signifient? Il y a plusieurs réponses possibles, et toutes sont inquiétantes à leur façon. Première possibilité, nous sommes seuls, vraiment seuls. La vie intelligente est si rare dans l'univers que nous sommes l'unique exception, ce qui serait à la fois magnifique et d'une solitude écrasante. Deuxième possibilité, les civilisations intelligentes existent, mais elles ne survivent pas longtemps. Elles atteignent un certain niveau de développement technologique, puis elles disparaissent. Ce que les chercheurs appellent le grand filtre. Et la question terrifiante est-ce que ce filtre est devant nous ou derrière nous? Si le grand filtre est derrière nous, si la grande difficulté est d'apparaître, de développer des cellules eucaryotes, de développer la multicellularité, alors nous avons de la chance, nous l'avons déjà franchi. Si le grand filtre est devant nous, si toutes les civilisations intelligentes tendent à s'autodétruire à un certain stade de leur développement technologique, nucléaire, biologique, climatique, alors nous sommes face à quelque chose d'une noirceur absolue. Chaque fois que nous découvrons qu'une autre planète est stérile, nous devrions peut-être nous réjouir, parce que l'absence de vie ailleurs rend plus probable l'hypothèse que le filtre est derrière nous. C'est peut-être la réflexion la plus sombre et la plus lumineuse que la physique ait jamais produite.
Feynman l'aurait adorée pour cette raison précise. Elle est à la fois rigoureusement scientifique et profondément philosophique. Elle nous force à nous demander ce que nous sommes dans l'ordre des choses. Et elle donne à chaque décision que nous prenons concernant la science, l'exploration spatiale, la paix entre les nations, un poids existentiel que nous n'avons pas l'habitude de ressentir dans notre quotidien. Dans un moment, je vais te parler des vraies solutions, des technologies réelles, pas des science-fiction, qui pourraient changer les équations du voyage spatial et du retour de Mars. Des concepts que Feynman lui-même aurait trouvés fascinants parce qu'ils émergeant directement de la physique fondamentale qu'il a contribué à construire. Mais avant ça, il faut que tu comprennes pourquoi l'ignorance dans ce domaine n'est pas seulement dommage, elle est dangereuse. Quand Feynman a témoigné devant la commission Rogers après la catastrophe de The Challenger en 1986, il a fait quelque chose de mémorable. Il a pris un morceau de joint torique, le même type de joint qui avait causé l'accident, et il l'a plongé dans un verre d'eau glacée devant les caméras. Puis il a montré comment le matériau devenait rigide et perdait ses propriétés d'étanchéité à basse température. C'était le problème, simple, brutal, évident une fois montré. Et il a conclu avec cette phrase qui résonne encore aujourd'hui. La réalité doit prendre le pas sur les relations publiques, car la nature ne peut pas être trompée. La nature ne peut pas être trompée. Voilà l'avertissement de Feynman. Pas seulement pour les ingénieurs de la NASA, pour nous tous, pour notre façon d'aborder les défis existentiels de notre espèce. Si nous prétendons que le voyage spatial est plus facile qu'il ne l'est, si nous promettons des retours de Mars sans avoir résolu les problèmes fondamentaux, si nous nous racontons des histoires confortables sur notre place dans l'univers sans regarder en face les difficultés réelles, nous ne trompons pas la physique. Nous nous trompons nous-mêmes, et la facture un jour sera présentée avec une rigueur que l'univers n'a pas choisi d'adoucir. Alors les solutions, les vraies, commençons par la propulsion, parce que c'est là que tout commence et tout finit. La propulsion chimique, le type que nous utilisons depuis Tsiolkovsky jusqu'à aujourd'hui, a des limites physiques fondamentales. L'énergie libérée par les réactions chimiques est bornée par les liaisons moléculaires. Tu ne peux pas obtenir plus d'énergie d'une réaction chimique que ce que ces liaisons permettent. C'est de la physique, pas de l'ingénierie. Il faut donc changer de paradigme, et plusieurs alternatives sérieuses existent. La propulsion nucléaire thermique est peut-être la plus mature des alternatives. Le principe est simple, et Feynman aurait aimé cette simplicité. Au lieu de brûler du carburant chimiquement, tu utilises un réacteur nucléaire pour chauffer un propulseur, généralement de l'hydrogène liquide, à des températures extrêmes, puis tu l'éjectes à travers une tuyère. L'efficacité, mesurée par ce qu'on appelle l'impulsion spécifique, peut être 2 fois supérieure à la meilleure propulsion chimique. Ce qui signifie que pour la même quantité de carburant, tu vas 2 fois plus loin, ou tu vas 2 fois plus vite, ou tu emportes 2 fois plus de charge utile. Ce n'est pas de la science-fiction. Les États-Unis et l'Union soviétique ont tous les deux testé des moteurs nucléaires thermiques dans les années 60 et 70. Le programme NRVA américain a produit des moteurs qui fonctionnaient. Le problème était politique, pas physique. Et aujourd'hui, plusieurs agences spatiales et entreprises privées travaillent activement à la relance de cette technologie. Avec la propulsion nucléaire thermique, un voyage vers Mars pourrait être réduit à environ 4 mois au lieu de 9. Ce n'est pas anodin. 4 mois signifiaient moins de radiation reçue, moins de dégradation musculaire et osseuse, moins de stress psychologique. Chaque mois gagné en transit est une victoire sur les équations biologiques impitoyables que nous avons décrites. Mais le vrai changement de jeu à long terme, la technologie qui ferait briller les yeux de Feynman avec cette lueur particulière qu'il avait quand quelque chose le fascinait vraiment, c'est la propulsion par fusion nucléaire. La fusion est le processus qui alimente les soleils. 2 noyaux d'hydrogène léger, du deutérium et du tritium par exemple, fusionnent pour former de l'hélium en libérant une quantité d'énergie qui défie l'imagination. La fameuse formule d'Einstein, l'énergie est égale à la masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré, n'est pas une abstraction ici. C'est la physique qui brûle dans chaque étoile de l'univers. Et si nous parvenions à maîtriser cette physique pour la propulsion, les voyages vers Mars pourraient prendre des semaines, pas des mois. Les voyages vers les planètes extérieures pourraient prendre des mois, pas des décennies. Le problème, bien sûr, est que nous n'avons pas encore maîtrisé la fusion nucléaire contrôlée de façon économiquement viable sur Terre. La blague classique dans le domaine est que la fusion est l'énergie du futur, et le sera toujours.
Mais quelque chose a changé dans les 10 dernières années. Des investissements massifs, à la fois publics et privés, ont accéléré la recherche de façon significative. Des entreprises comme Commonwealth Fusion Systems travaillent avec des aimants supraconducteurs de nouvelle génération qui pourraient échanger les équations. En décembre 2022, le National Ignition Facility aux États-Unis a produit pour la première fois une réaction de fusion qui a libéré plus d'énergie qu'elle n'en a consommé pour l'amorcer. C'était un moment historique, petit en termes absolus, immense en termes symboliques. La physique dit que c'est possible. L'ingénierie dit que c'est difficile. Feynman aurait dit « alors au travail ». Fíjate, il y a aussi une idée encore plus audacieuse que j'ai envie de te glisser ici, parce qu'elle illustre parfaitement la façon dont Feynman pensait au problème, chercher les solutions là où la nature les a déjà. Mise, la voile solaire. Le rayonnement solaire exerce une pression minuscule, quasi imperceptible, mais réelle, physiquement réelle, mesurable. Si tu construis une voile suffisamment grande et suffisamment légère, la pression cumulée de la lumière solaire peut accélérer un vaisseau de façon continue, sans carburant, sur des mois et des années. Le projet Breakthrough Starshot propose d'utiliser des lasers terrestres extrêmement puissants pour accélérer des voiles légères de la taille d'une feuille de papier jusqu'à 20% de la vitesse de la lumière. Ces mini-sondes pourraient atteindre Alpha Centauri en environ 20 ans. Elles ne transporteraient pas d'humains, mais l'idée, la physique derrière l'idée, est correcte. Et elle ouvre une porte mentale que nous n'avions pas encore franchie. Maintenant, parlons de la vie extraterrestre. Parce que c'est la question que tout le monde pose en secret, celle que les enfants posent ouvertement avant qu'on leur apprenne à la trouver naïve. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-dehors? Feynman avait une réponse préférée à cette question. Il disait « je ne sais pas ». Et il ajoutait immédiatement « mais regardons ce que nous savons et voyons jusqu'où ça nous mène ». C'était sa méthode, pas des spéculations romantiques, pas des certitudes prématurées, juste les faits et la logique qui les connectent. Ce que nous savons aujourd'hui est stupéfiant. Depuis le lancement du télescope Kepler et de son successeur TESS, nous avons découvert plus de 5500 exoplanètes confirmées dans notre galaxie. Des planètes autour d'autres étoiles. Et la plupart des estimations actuelles suggèrent que notre galaxie seule contient probablement entre 5 milliards et 300 milliards de planètes. Parmi elles, une fraction significative se trouve dans ce qu'on appelle la zone habitable de leur étoile, cette bande de distance ni trop proche ni trop loin où l'eau liquide peut exister en surface. Mais l'eau liquide n'est pas la seule condition. La vie sur Terre a montré une résilience qui dépasse tout ce que les biologistes auraient prédit. Des bactéries survivent dans les geysers acides de Yellowstone. Des tardigrades, ces minuscules animaux à 8 pattes, survivent dans le vide de l'espace, exposés aux ultraviolets solaires, à des températures proches du zéro absolu et à des pressions écrasantes. Des formes de vie ont été trouvées dans les glaces de l'Antarctique, dans les fissures des roches à plusieurs kilomètres de profondeur, sans lumière solaire, sans oxygène, dans des conditions que nous aurions qualifiées de stériles il y a 50 ans. La vie, une fois qu'elle apparaît, trouve des façons d'exister là où nous ne l'attendions pas. Ce qui rend la question de la vie sur Mars particulièrement intéressante, c'est que Mars n'a pas toujours été le désert glacé qu'elle est aujourd'hui. Il y a environ 3,5 milliards d'années, Mars avait des océans. Elle avait une atmosphère plus dense. Elle avait peut-être des conditions similaires à celles de la Terre primitive, à l'époque où la vie est apparue ici. Si la vie a émergé sur la Terre il y a environ 3,8 milliards d'années dans des conditions similaires, pourquoi pas sur Mars en même temps? Et si elle est apparue, où est-elle allée? La réponse la plus probable et la plus fascinante est qu'elle s'est réfugiée sous la surface. Les modèles géologiques actuels suggèrent que Mars possède probablement encore de l'eau liquide en subsurface, maintenue liquide par la chaleur géothermique et la pression. Et là où il y a de l'eau liquide, même dans l'obscurité totale, même à des températures près du point de congélation, la vie telle que nous la connaissons peut théoriquement subsister. Mira, voici quelque chose que Feynman aurait trouvé délicieusement ironique. Si nous découvrons de la vie sur Mars, si nous trouvons des bactéries ou des archées sous la surface martienne, l'une des premières questions que nous devrons poser est celle-ci. Est-ce vraiment de la vie martienne indépendante ou est-ce de la vie terrestre que nous avons transportée là-bas? Parce que la contamination interplanétaire est un problème sérieux. Nos sondes sont stérilisées avec soin, mais jamais parfaitement. Et si nous envoyons des astronautes humains sur Mars,
ils seront des vecteurs de milliards de micro-organismes terrestres. Nous devrons être extrêmement prudents pour ne pas contaminer ce que nous cherchons à découvrir. Et il y a l'autre sens du problème, la contamination inverse. Si la vie martienne existe, elle a évolué dans un environnement radicalement différent du nôtre. Son biochimie pourrait être étrangère à notre système immunitaire. Nos défenses naturelles, façonnées par des milliards d'années de coévolution avec les organismes terrestres, n'auraient aucune expérience de micro-organismes martiens. Les astronautes qui reviendraient de Mars devraient être placés en quarantaine stricte. Leur échantillon devrait être manipulé avec des niveaux de précaution que nous n'avons jamais eu à appliquer auparavant. Voilà un autre sens dans lequel revenir de Mars est une question ouverte et sérieuse. Ce n'est pas seulement comment revenir physiquement. C'est comment revenir sans risquer de transformer notre planète d'origine en vecteur d'une contamination biologique sans précédent. La science-fiction a exploré ces scénarios pendant des décennies. La réalité, elle, demande que nous les prenions au sérieux bien avant d'envoyer le premier équipage humain. Escucha, il y a une dimension de tout ceci que nous n'avons pas encore abordée, et c'est peut-être la plus feynmanienne de toutes. C'est la question de ce que nous apprenons sur nous-mêmes en essayant d'aller sur Mars et d'en revenir. Feynman croyait profondément que la science n'est pas seulement une collection de faits, c'est une façon de penser, une façon d'être dans le monde qui consiste à toujours préférer l'incertitude honnête à la certitude confortable. Il disait « Je préfère ne pas savoir que d'avoir une fausse réponse ». Et dans ce contexte, essayer d'aller sur Mars et d'en revenir nous force à regarder en face des questions fondamentales que nous évitons habituellement. Combien vaut une vie humaine dans l'exploration ? Quels risques sommes-nous prêts à accepter collectivement pour étendre notre présence dans l'univers? Qui décide? Et au nom de qui? Ces questions ne sont pas secondaires. Elles sont au cœur de ce que nous sommes en train de devenir. Parce que nous sommes à l'aube de quelque chose. Nous sommes peut-être la première génération de l'histoire humaine qui va voir des êtres humains poser le pied sur une autre planète. Pas des sondes télécommandées, des gens, des personnes avec des noms, des familles, des peurs, des espoirs. Et certains d'entre eux peut-être ne reviendront pas. Est-ce que c'est acceptable? Feynman aurait dit « Posons d'abord la question honnêtement. Toute l'exploration humaine a coûté des vies. Magellan est mort avant de terminer sa circumnavigation. Les astronautes d'Apollo 1 sont morts dans un incendie au sol lors d'un test. Les équipages de Challenger et Columbia sont morts en vol. L'exploration a un prix. La question n'est pas si le prix est zéro. La question est si le prix est raisonnable par rapport à ce que nous gagnons. Et ce que nous gagnons, en devenant une espèce multiplanétaire, est précisément ceci. Nous cessons d'être une civilisation d'un seul point. Nous commençons à exister en plusieurs endroits. Et statistiquement, une civilisation répartie sur plusieurs planètes est exponentiellement plus résiliente qu'une civilisation concentrée sur une seule. Un astéroïde, une éruption solaire massive, une guerre nucléaire totale ne peut pas effacer une espèce qui existe sur 2 planètes, puis 3, puis 10. C'est de la gestion du risque existentiel à l'échelle de l'espèce. Et c'est peut-être la décision la plus importante que notre génération puisse prendre. Feynman parlait parfois de l'imagination comme du vrai moteur de la physique. Pas l'imagination romantique et floue, mais l'imagination rigoureuse qui consiste à se demander si tes lois physiques est vraie, qu'est-ce que cela implique? Si la mécanique quantique est correcte, qu'est-ce que cela dit sur la structure fondamentale de la réalité? Si la gravité courbe l'espace-temps, qu'est-ce que cela signifie pour les voyages à longue distance? Et si nous prenons au sérieux l'idée que notre survie en tant qu'espèce dépend de notre capacité à quitter ce rocher, qu'est-ce que cela implique pour nos priorités collectives? L'OVS, ce n'est pas une question abstraite, c'est une question budgétaire, politique, culturelle, éducationnelle. Combien d'argent investissons-nous dans la recherche fondamentale en physique des hautes énergies? Combien dans la biologie astrale? Combien dans les sciences des matériaux pour les boucliers anti-radiation? Combien dans la psychologie des missions longue durée? Ces questions ont des réponses chiffrées. Et si tu compares ces chiffres à ce que nous dépensons collectivement pour d'autres choses, les priorités réelles de notre civilisation deviennent terriblement claires. Feynman avait une patience infinie pour la complexité et une impatience totale pour la médiocrité intellectuelle. Il aurait regardé l'état actuel de nos investissements dans la science fondamentale et il aurait probablement joué quelques mesures de bongo avec une expression de découragement légèrement amusée. Puis, il se serait retourné vers toi
Et il t'aurait dit, ce n'est pas une fatalité. Les choses changent quand les gens comprennent les enjeux. Et les gens comprennent les enjeux quand quelqu'un leur explique correctement. C'est pour ça que ce type de conversation existe. C'est pour ça que comprendre pourquoi revenir de Mars est difficile n'est pas un exercice académique réservé aux ingénieurs de la NASA. C'est une question de citoyenneté cosmique. Comprendre les défis réels du voyage interplanétaire, c'est comprendre où nous en sommes dans notre développement technologique. C'est comprendre ce qu'il faudra pour survivre en tant qu'espèce. Et c'est comprendre pourquoi la physique, la vraie physique, n'est pas une matière scolaire abstraite. C'est la grammaire de la réalité. Et si tu ne la parlais pas, l'univers continuera ses affaires sans te demander ton avis. Il y a une dernière chose que je veux te laisser. Et c'est peut-être la plus importante de tout ce que nous avons exploré ensemble. Feynman avait une réponse favorite à la question « À quoi sert la science ?» Il ne disait pas « à développer des technologies ». Il ne disait pas « à améliorer la médecine ». Il disait « la science est une façon de ne pas se tromper soi-même ». Et dans un monde qui offre un nombre infini de façons confortables de se tromper soi-même, c'est peut-être le cadeau le plus précieux que la physique puisse offrir à l'humanité. Se tromper soi-même sur les défis du voyage vers Mars signifie envoyer des gens mourir pour des raisons évitables. Se tromper soi-même sur l'urgence de devenir une espèce multiplanétaire signifierait mettre à demain une décision dont dépend peut-être la survie de tout ce que notre espèce a créé. Se tromper soi-même sur la paradoxe de Fermi signifie ignorer peut-être le signal le plus important que l'univers nous envoie sur notre propre fragilité. Mais ne pas se tromper soi-même, voir les problèmes tels qu'ils sont, avec leurs difficultés réelles, leurs obstacles physiques et biologiques et psychologiques et politiques, et choisir malgré tout de les affronter, c'est quelque chose d'autre. C'est ce que Feynman appelait l'intégrité scientifique. Et c'est aussi, j'ose le dire, une forme de courage. Nous sommes une espèce jeune. Nous avons environ 300 000 ans d'existence biologique et quelques millénaires de civilisation. Nous avons découvert la physique quantique il y a moins de 100 ans. Nous avons envoyé notre premier objet dans l'espace il y a moins de 70 ans. Dans l'échelle temporelle de l'univers, nous sommes des nouveau-nés qui viennent de lever la tête pour la première fois et qui ont vu pour la première fois l'immensité de ce qui nous entoure. Ce vertige, cette sensation d'écrasement que tu ressens quand tu pensais vraiment à la taille de l'univers, quand tu comprends que le Soleil est une étoile parmi 200 milliards dans notre galaxie et que notre galaxie est une parmi des centaines de milliards dans l'univers observable. Ce vertige n'est pas un bug de notre cognition, c'est une feature, c'est l'esprit humain qui commence à mesurer correctement sa situation. Et la bonne réponse à ce vertige n'est pas de fermer les yeux. La bonne réponse est de le transformer en carburant. Verras, Feynman aimait raconter comment il avait appris à aimer la physique. Ce n'était pas par ambition, ce n'était pas pour décrocher un prix Nobel, même si ça s'est produit. C'était parce qu'à 8 ans, son père lui montrait les oiseaux dans le jardin et lui disait « Ce n'est pas parce que tu connais le nom d'un oiseau que tu le connais vraiment. Regarde comment il se déplace. Comment il mange. Comment ses plumes captent la lumière. Le nom, c'est ce que les autres appellent la chose. Mais comprendre la chose, c'est autre chose. C'est ça, la physique. C'est regarder les oiseaux jusqu'à comprendre comment ils volent. Et ensuite, peut-être, apprendre à voler soi-même. Nous regardons Mars depuis des millénaires. Nous lui avons donné un nom. Nous en avons fait un dieu de la guerre, un symbole de mystère, un objet de fascination. Maintenant, nous devons apprendre à la comprendre vraiment. Pas juste son nom. Ses tempêtes, sa chimie, sa géologie, sa capacité à tuer et peut-être sa capacité à nous sauver. Nous devons comprendre ce qui rend le retour possible, les équations de propulsion, la radiobiologie, la psychologie des huis clos prolongés, la chimie atmosphérique pour produire le carburant du retour. Chaque pièce de ce puzzle est une branche de la physique ou d'une science connexe. Et chaque pièce que nous comprenons est un pas de plus vers le moment où un être humain quittera la surface de Mars avec la certitude mathématique de rentrer chez lui. Ce jour-là n'est pas encore arrivé. L'avertissement de Feynman tient toujours. La nature ne peut pas être trompée. Nous ne pouvons pas prétendre avoir résolu des problèmes que nous n'avons pas résolus. Nous ne pouvons pas envoyer des humains sur Mars et en revenir avant d'avoir des réponses honnêtes aux questions que nous avons explorées ensemble ce soir. Mais voici ce qui est vrai aussi, et c'est sur cette vérité que je veux finir. Nous avons résolu des problèmes qui semblaient impossibles avant. La fission nucléaire semblait impossible. L'atterrissage sur la Lune semblait impossible. Le séquençage du génome humain semblait impossible.
Internet semblait impossible. Chaque fois, c'est la physique qui a fourni les outils. Et chaque fois, c'est la curiosité humaine qui a refusé d'accepter que quelque chose soit impossible simplement parce qu'il était difficile. Mira, il y a des gens en ce moment dans des laboratoires, dans des universités, dans des centres de recherche sur tous les continents qui travaillent sur les pièces de ce puzzle. Des physiciens qui développent des systèmes de propulsion nucléaire, des biologistes qui étudient la radiorésistance pour trouver des façons de protéger le corps humain, des psychologues qui analysent les données des simulations d'isolement pour concevoir de meilleures dynamiques de groupe pour les équipages de longue durée, des ingénieurs qui testent des systèmes ISRU pour produire du carburant à partir de l'atmosphère martienne. Ces gens ne travaillent pas dans le vide, ils travaillent sur les fondations de quelque chose d'immense. Et toi, maintenant que tu sais, maintenant que tu as compris pourquoi revenir de Mars est difficile, maintenant que tu as senti le poids de la paradoxe de Fermi et le frisson du grand filtre, maintenant que tu as compris que nous sommes une civilisation d'un seul point dans un univers indifférent qui n'atteint pas que nous soyons prêts, maintenant que tout ça est en toi, que fais-tu avec? Feynman aurait dit « Commence par poser une meilleure question ». Pas la question « Est-ce qu'on va réussir ?» mais la question « Qu'est-ce qu'il faut comprendre de plus pour que la réussite soit possible ?» Et puis commence à comprendre. Un concept à la fois, une équation à la fois, un problème à la fois, parce que c'est comme ça que fonctionne la physique, pas en grand saut mystérieux. Un petit pas honnête, l'un après l'autre, dans la direction de la vérité. Ce point rouge dans le ciel de Rouillet attend. Il n'est pas pressé. Il tourne autour du Soleil depuis 4,5 milliards d'années. Il peut attendre encore un peu, mais nous ne pouvons peut-être pas nous permettre d'attendre trop longtemps. Et la différence entre une espèce qui survit et une espèce qui devient un souvenir fossile dans les archives de l'univers. Si tant est que quelqu'un soit là pour les lire et un jour, c'est peut-être exactement ceci. La volonté de regarder les problèmes difficiles en face, avec l'honnêteté impitoyable d'un physicien et la curiosité insatiable d'un enfant qui regarde un oiseau dans le jardin et se demande vraiment comment il vole.